Alors, merci. J'espère que les slides vont s'afficher. Voilà, on y est. Très bien. Donc, je parlais un peu rapidement de ce sujet que j'en ai déjà abordé et qui normalement demande une conférence d'une heure, 2 heures, 3 heures, c'est comme vous voulez. On va faire ça en 10 minutes. Le nom de cet effet verbe, c'est un des titres de chapitre de mon futur livre sur la parole des machines. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement de comprendre un peu pourquoi ces derniers mois, il y a une explosion d'articles dans la presse. Il y a vraiment il y en a un intérêt qui croît exponentiellement au grand thème des machines parlantes. Et donc, pour rappeler un peu l'historique, ce thème n'est pas du tout nouveau. Le premier chatbot, Elisa, au MIT, est construit par Weizenbaum en 1965. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022 et nous en parlons sur les unes des journaux. Pourquoi? Parce que depuis 5 ans, nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution dans le domaine de NLP, sans pour l'instant distinguer entre la compréhension, la génération, etc. Dans le domaine de NLP en général, grâce à ce que Jean a déjà nommé, au système de type transformer, ce sont des réseaux de neurones de type transformer. Un article publié en 2017, les premières réalisations donc, dans les années qui suivent, et la première réalisation vraiment réussie, GPT-3 en 2020, vous la connaissez. Aujourd'hui, GPT-3 est assez largement dépassé, d'ailleurs, elle est passée en accès libre, tout le monde peut essayer, mais les systèmes de 2022 font beaucoup mieux sur tout un tas de paramètres, mais on ne va pas entrer dans les détails techniques. Alors, déjà en 2020, quand GPT-3 est publié, quelques jours plus tard, le 8 septembre 2020, le Guardian fait un article avec GPT-3, avec un tout petit peu de ce qu'on appelle cherry picking, c'est-à-dire GPT-3 fait plusieurs articles avec la même prompt, la même phrase d'input, enfin la même séquence d'input, et après, un rédacteur humain choisit celle qui lui convient mieux. Et donc, le journalisme avec GPT-3, ça commence en 2020, et puis GPT-3, déjà en 2020, mais surtout les systèmes actuels, y compris le premier système européen d'ailleurs, qui est apparu cet été, que je n'ai pas mis sur cette liste, parce qu'il faut que j'ajoute les systèmes 2022, qui aussi savent écrire en langage de programmation. En fait, pour ces systèmes, il n'y a pas de différence entre ce que nous appelons humainement des langues, anglais, français, chinois, etc., et les langages de programmation. La seule différence qui compte, c'est ce qu'il y a un corpus de données d'apprentissage suffisamment grand pour que ça marche assez bien. Exemple, pour la langue kazakh, par exemple, et ben pour la langue kazakh, il n'y en a pas parce que le corpus des données n'est pas suffisant. Et du coup, même les meilleurs systèmes d'aujourd'hui ne vont pas générer des textes avec aisance en langue kazakh, mais ils vont pouvoir le faire en anglais, en français, etc. Alors, il y a énormément de questions autour de ces systèmes. Plutôt que je veux vous montrer tout à l'heure quelques usages. Mais d'abord, 2 slides pour vous orienter vers la littérature qui commence à apparaître en français. Et le slide que j'ai ici est en anglais, mais ce texte est en français et en anglais sur le site du Comité national pilote d'éthique du numérique dont je fais partie. Et donc, vous allez pouvoir à la fois apprendre un peu sur la situation telle qu'elle était en novembre 2021, quand ce rapport a été publié, et puis les questions éthiques, sociétales autour de ces systèmes. Donc, il y a plein de questions liées à la manipulation, liées à l'identité. Si vous avez un chatbot qui dit « je », alors qui est ce « je » lié à tout un tas de principes de conception pour les programmeurs. Donc, c'est un document assez détaillé. Également, en juin de cette année, un des projets européens de la Commission européenne donc, a publié un rapport sur ce genre de questions à l'échelle européenne. Donc, il y a un début de littérature européenne sur ces questions et puis je suis sûr que vous avez déjà vu plein d'articles dans la presse. Alors, donc pour aller vers quelques exemples, voici un exemple avec GPT-3 qui date de 2020, mais il va me servir à montrer un premier problème, déjà mentionné par Jean d'ailleurs. Vous pouvez demander à un transformer comment il faut prendre un médicament et il va vous donner de réponses. Et ben, il se trouve que
la première réponse est correcte et la deuxième ne l'est pas. Et si vous n'êtes pas un professionnel de médecine, vous ne le savez pas. Donc, ces systèmes reproduisent des phrases qui syntaxiquement sont correctes, ça a l'air d'être bien dit, mais il n'y a derrière aucune sémantique, aucune notion de vrai ou de faux. Ces systèmes ne savent pas ce qui est vrai et ce qui est faux, et donc effectivement, hein, la question de la confiance avec tout le débat sur les fake news, etc., est largement ouverte à l'utilisation des transformers, dans l'utilisation des transformers aujourd'hui. Il existe sur Internet, pas uniquement en Chine, mais aussi dans le monde occidental, des sites d'actualité qui utilisent les transformers, pas nécessairement GPT-3, mais d'autres transformers, pour générer automatiquement des billets d'actualité à partir d'une ligne ou deux qu'ils mettent dedans. Et donc, faut-il faire confiance? Une des grandes questions liées au manque de sémantique. Jean l'a déjà dit, syntaxiquement, c'est parfait, mais il n'y a pas de sémantique derrière. Un autre exemple, je vais très vite, mais nous n'avons que 10 minutes. Un autre exemple, regardez ce dialogue. Alors ça, c'est un système qui s'appelle Gopher, donc c'est un transformer qui est fait pour donner des informations, d'ailleurs qui a déjà été depuis plus ou moins remplacé par un autre système qui s'appelle Sparrow. L'avancée, il faut, alors, une petite parenthèse, la vitesse à laquelle tout cela se développe est énorme. Ce que je pouvais dire en novembre dernier, aujourd'hui, déjà, je dirais, un quart de ces contenus-là sont déjà obsolètes. Ça se développe dans le monde des transformers très très vite, justement parce qu'on ajoute aux transformers d'autres types donc de variables et d'autres types d'apprentissage. Par exemple, j'imagine que ce que fait Jean, mais ça je ne suis pas très au courant, mais il y a des systèmes comme Lambda dans lesquels on ajoute par-dessus 6 variables ou 18 principes ou un certain nombre de contrôles ajoutés par-dessus le transformer pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi, entre guillemets. Alors ici, vous avez un dialogue sur la République tchèque. Alors, quelle est la capitale de la République tchèque? C'est Prague. Quelle est la population de Prague? Le système répond correctement à chaque fois. Et puis, à un moment, le système vous dit, je ne suis pas sûr de savoir quelle est la réponse. Est-ce que tu veux que j'aille la chercher? Oui, vas-y. Et puis, le système donne tout l'historique du château de Prague. Et la même situation se répète une autre fois. Qui était le premier président? Alors là, vous voyez, on n'a pas dit premier président de quoi. Donc, il n'y a pas de la République tchèque dans la question. Donc, il faut que le système comprenne le contexte. Hein, ce n'est pas évident du tout. Hein. Il y a encore 10 ans, on ne savait pas faire ça. Donc, le système, encore une fois, dit, je ne suis pas sûr de savoir. Est-ce que tu veux que j'aille chercher la réponse? Vas-y. Et puis, on répond correctement cette fois. Et l'utilisateur est assez ravi quand il lit ce dialogue. C'est parfait, hein, il a donné des informations qui en plus sont vraies. Hein, ce n'est pas comme sur le slide précédent. Mais attendez, lorsque le système dit est-ce que tu veux que j'aille chercher cette info? Soyons clairs, le système ne va nulle part et ne cherche rien du tout. Il dit cela simplement parce qu'il a appris sur un corpus de conversation humaine où ce genre de phrase est fréquent. Parce que quand un être humain ne sait pas, il dit « Attends, je vais chercher ça quelque part sur Internet » ou tu me permets, je vais chercher cette info. Le système en question a déjà fait tout son apprentissage. Il ne va nulle part. Mais il donne à l'utilisateur l'impression d'y aller. Et donc, ça, c'est très intéressant. Ces systèmes sont capables de bien reproduire le contexte. Qui était le premier président de la République tchèque? Donc, le système comprend bien le contexte, mais pas le sens premier des mots, pas ce qu'on appelle vraiment le sens littéral des mots. Donc, il ne va nulle part, il ne cherche rien du tout. Donc, vous voyez, pour un être humain, c'est très compliqué parce qu'on a l'habitude de penser que le sens littéral est le plus clair et le contexte, les allusions sont les plus difficiles. Et ici, c'est l'inverse. Donc, bon, alors avançons quand même. Donc, on va très vite, comme je vous ai promis déjà. Il y a tout un tas de questions liées à la thématique du transfert moral. Est-ce qu'on transfère des qualités sur ces systèmes? Alors déjà, la qualité de dire vrai ou est-ce qu'on peut faire confiance, je l'ai déjà mentionné. Ensuite, tout un tas de qualités émotionnelles, une personnalité ou pas qui est projetée derrière. Effectivement, ontologiquement, c'est un système conversationnel, hein. Mais par projection, de manière purement relationnelle, y a-t-il un statut émergent et quelles sont les conséquences de ce statut émergent? Par exemple, si un système comme ça commence à
insulter les utilisateurs ou dire des choses pas très agréables. Bon, bah, il y a tout un tas de questions là-dessus, mais je vais très vite. Et puis, pour vous qui êtes donc journaliste, c'est très intéressant de penser la génération des textes, alors de textes littéraires, comme ce roman qui existe déjà, coécrit par un être humain et un transformer, et il y en a un certain nombre, il n'y a pas qu'un seul exemple. Alors, coécrit, parce qu'encore une fois, il faut faire ce qu'on appelle le cherry picking. Le système souvent donne plusieurs réponses à la même prompt, à la même phrase d'entrée, et c'est l'être humain qui choisit celle qui lui plaît pour des raisons esthétiques ou pour des raisons de sens, parce que le système ne connaît rien au sens des mots. Alors, pour un exemple que je montre ces derniers mois à mes étudiants, qui est pas mal, je trouve. Donc, écris-moi un poème sur l'intelligence artificielle. Je pense que j'ai pas très envie, je préfère te chanter une chanson. Et puis, vous la lancez une deuxième fois là-dessus et il vous écrit un poème qui est assez correct. Cet exemple d'instabilité des systèmes d'intelligence artificielle, c'est une propriété très générale, ici est bienvenue. Normalement, quand on dit instabilité, on manque de robustesse, c'est pas très bien. Et bien ici, c'est très bien parce que ce système il se comporte un peu comme un être humain qui tantôt dit une chose, tantôt dit une chose totalement différente en réponse à la même phrase. Donc, on ne veut pas du tout que le système réponde avec la même réponse à la même phrase tout le temps. Bon, alors, par contre, vous voyez, là, on va aujourd'hui, je vais peut-être passer sur ce slide-là, là, on va aujourd'hui avec le design des transformers, c'est d'ajouter des règles supplémentaires, je l'ai déjà dit, 6 paramètres supplémentaires dans un système qui s'appelle Lambda, 18 règles supplémentaires dans le système très récent qui s'appelle Sparrow, etc., etc. Donc, de rajouter de l'apprentissage, soit par renforcement, soit carrément supervisé, pour que ce système ne fasse pas de bêtises, entre guillemets. Et en revanche, il y a des effets secondaires. Donc, écrire de poèmes, c'est génial, mais pour ces systèmes qu'on essaie de contrôler, qu'on essaie de mettre un peu sous contrôle humain pour qu'ils ne fassent pas de bêtises, on voit que ce système, parfois, il va même vous refuser d'écrire un poème parce qu'on lui a appris une règle de dire qu'il n'est pas un être humain et donc il ne peut pas se substituer à une activité créatrice humaine. Donc, vous voyez que l'évolution de ces systèmes aujourd'hui pose pas mal de questions. Est-ce que cette créativité, c'est quelque chose de bienvenu, mais il n'y a pas de contrôle sur la vérité ou la fausseté des énoncés? Est-ce qu'il faut la contrôler, mais à ce moment-là, on contrôle tellement qu'on perd la créativité? Donc, où est-ce qu'on va? Bon, pour terminer, peut-être un ou deux exemples. Dernier, déjà, tout le monde, je pense, ici a entendu parler de Deadbot, mais sinon, je présente donc cet exemple d'un garçon canadien qui avait perdu sa petite amie 8 ans auparavant. Et avec GPT-3, il a pu entraîner GPT-3, donc avec l'aide de quelques informaticiens, sur le corpus des messages sur WhatsApp échangés avec sa petite amie décédée. Alors, il savait bel et bien que ça n'était pas une copie de sa petite amie, c'était un chatbot, un deadbot qui parlait comme une personne décédée. Tout à l'heure, je pense à la question de Sébastien. Emmanuel Aparicio a dit « pas encore, je ne suis pas encore un chatbot ». Et ben voilà une fille qui est devenue un chatbot. Et ben, ce garçon, il n'était pas du tout dans l'illusion que c'était un être humain. Non. En revanche, il a vécu une transformation psychologique, émotionnelle absolument majeure en parlant avec ce deadbot. Alors, comment est-ce qu'il faut contrôler ou pas cette technologie? Est-ce qu'il faut autoriser ce genre de choses? C'est un vaste débat, je peux en parler pendant 2 heures. Dernier exemple qui date vraiment d'il y a 15 jours, déjà dans la presse, on commence à avoir des preuves publiques de l'utilisation de ces transformers par les étudiants. Que vous êtes pour certains, si j'ai bien compris. Alors, à moi, ça m'est arrivé il y a 1 an. J'enseignais dans une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay et puis une étudiante me soumet un essai un devoir pour valider le cours et je commence à lire, je ne comprends pas ce qui se passe, c'est tellement bizarre. Et puis, je regarde vous savez, la fonction de distribution des fautes d'orthographe. Et je vois qu'il y a des paragraphes où il y a énormément de fautes d'orthographe et puis il y a plusieurs paragraphes où il n'y en a pas du tout. Je me demande ce qui se passe. Évidemment, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas prouver que c'était écrit avec GPT-3 ou un autre transformer. Ça n'est pas du tout plagié parce que chaque texte généré par un système de génération est unique. D'accord? Il n'y a pas de plagiat. Donc, quel genre de faute y a-t-il? Eh ben, j'ai même écrit un petit texte là-dessus qui va apparaître dans mon futur livre.
finalement, bah, on va peut-être vers un monde où les examens seront tous faits à l'oral, oralement, hein, parce que on peut, avec ces systèmes, répondre à tout un tas de questions. Et donc, on voit que les étudiants aujourd'hui commencent à utiliser ça à grande échelle. Voilà, mon temps est épuisé, mais je vous remercie.